on a tous en tête un avenir possible, qui est lié à notre expérience, nos valeurs, etc. Maintenant, est-ce que c'est cet avenir-là qui va avoir lieu ? Bon, c'est peu probable. Dans les 4 vidéos de cette série, nous avons cherché à décrire un futur. L'objectif, c'est pas forcément d'avoir raison. En fait, l'important pour nous, c'est surtout de réaliser que nous sommes dans des sociétés qui vivent des transitions rapides. Depuis la révolution industrielle, chaque génération sur le territoire français a vu ses conditions matérielles, son environnement, se transformer d'une manière assez radicale. Et visiblement, ce n'est pas fini. Mais puisqu'il est peu probable que le futur que l'on a présenté se révèle correct, alors autant prendre un moment pour le démonter, pour prendre en compte les critiques et même de considérer les non-dits que vous avez pu y trouver. Et le but, c'est qu'à travers tout ça, on puisse aussi montrer l'intérêt qu'il y a d'imaginer un futur possible. Et donc du coup, l'intérêt de la prospective, c'est de se dire, il y a d'autres avenirs qui existent, qui sont aussi probables que celui que moi j'ai en tête. Que je sois un individu, une organisation, un État, une collectivité, un territoire, en fait, je peux comprendre des choses. Alors déjà sur mon présent, en fait, prospective, on a l'impression qu'on va être uniquement sur des futurs très éloignés, mais déjà, bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, moi je passe plus de temps à décrypter le présent et à partager sur les grandes tendances, les ordres de grandeur. Une fois qu'on a fait ça, on a fait l'essentiel du travail. Parce que le présent change très vite. Je suis au début de ma trentaine et pourtant certaines de mes connaissances sont déjà obsolètes. Par exemple, si on me pose la question du nombre d'habitants en France, là mon réflexe c'est de penser 66 millions. C'est un chiffre que j'ai appris dans ma scolarité ou ailleurs, mais qui est resté avec moi. Et en 2024, nous sommes plus de 68 millions de Français. D'un petit raccourci, sans y prêter attention, j'ai effacé l'existence de 2 millions de personnes qui sont pourtant aussi réelles que vous et moi. Et cette erreur, comme dans un problème de mathématiques, elle risque de s'amplifier à l'absurde si je l'utilise pour penser le futur. Et c'est pour ça qu'avant tout, avant d'essayer d'imaginer des technologies ou des révolutions incroyables, le plus important pour parler du futur, c'est déjà de comprendre le présent. Rien que de faire ça, en fait, c'est un apport essentiel de la prospective, à nouveau de faire prendre de la hauteur, parce qu'en fait, en prospective, on va travailler sur plein de secteurs différents, mais le point commun, souvent, c'est qu'on est plongé, enfin, c'est des secteurs qui sont plongés dans de l'urgence, dans un quotidien qui va les étouffer, qui va les noyer, et en fait, on perd du recul, et on perd justement aussi notre capacité à agir, parce qu'en fait, quand on est uniquement dans de la réaction à de l'urgence, et ben, en fait, ça fonctionne pas bien. Et l'objectif de la prospective, c'est de dire, je prends de la hauteur, j'essaie de comprendre quelles sont ces grandes tendances-là, comment je me positionne moi par rapport à ça, et comment je vais gagner un coup d'avance, comment je vais prendre un coup d'avance. La pratique professionnelle, c'est justement de former des habitudes pour travailler un peu plus vite, avec un petit peu moins d'efforts, de répéter les mêmes séquences, les mêmes gestes, d'établir des schémas de pensée pour réaliser une tâche qui est assez spécifique. Et c'est justement toute la différence entre un novice et un expert. Mais ça veut aussi dire qu'être un professionnel d'un secteur, ça ne permet pas nécessairement de comprendre sans aucun effort les enjeux de long terme, les tendances ou l'intérêt de pratiques alternatives. Par contre, chaque profession, chaque spécialité dispose de connaissances, d'une compréhension et d'un point de vue qu'il faut tenter d'incorporer pour construire un scénario futur. Il ne faut pas que je m'enferme dans ma seule vision de l'avenir. Il faut que j'aille voir les différents avenirs possibles. Une fois que j'ai dressé cette carte, je peux réfléchir à quelles seraient les évolutions qui seraient robustes dans n'importe quelle des situations. Quels sont les scénarios qui, au contraire, représentent un danger pour mon organisation, et dans ce cas-là, comment je fais pour m'organiser, pour faire de la veille, pour savoir si c'est en train ou pas d'arriver. Et si c'est en train d'arriver, qu'est-ce que je fais? Donc l'intérêt de la prospective, c'est vraiment d'ouvrir ces futurs possibles, et c'est pour ça que ça se fait pas tout seul. Parce que tout seul, on va toujours retomber sur ses valeurs, sa vision du futur, etc. Donc un des enjeux de la prospective, c'est de s'entourer avec des gens qui ont des visions du monde très différentes. Et ça permet du coup de construire des scénarios qui sont très différents, et du coup de mieux anticiper ce qui pourrait nous arriver. Si nous avons choisi de nous baser en grande partie sur le travail de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou d'organisations comme l'IDRI ou Futurible, c'est parce qu'elles disposent de suffisamment de moyens pour réunir un panel assez large de personnes. Et c'est là qu'on arrive vraiment à l'intérêt de cette démarche, parce que nous avons produit cette série dans la région d'Occitanie. C'est un territoire qui connaît déjà des bouleversements climatiques assez importants. Mais moi-même, en tant qu'habitant de cette région, j'ai pas vraiment de vision dans laquelle me projeter. Il n'y a pas de scénario grand public à 10 ou 20 ans de quel tourisme ou de quelle agriculture pourrait être économiquement viable dans ce territoire. Donc pour l'instant, ces futurs possibles n'existent pas vraiment et les actions politiques ne s'inscrivent pas justement dans une future assez cohérente. Ça ressemble davantage à des réponses prises dans l'urgence face à une crise qui est pourtant lente et surtout persistante. Et c'est là tout l'intérêt de travailler sur les scénarios futurs. C'est de se demander comment s'adapter en fonction de différents cas de figure. Ça peut être vrai pour les territoires, mais c'est aussi vrai pour beaucoup d'organisations. Il y a des entreprises, comme par exemple DHL, le transporteur allemand, qui avait travaillé sur différents scénarios.
Et il s'agit pour eux de pouvoir penser à différentes éventualités pour pouvoir développer des solutions. Il y a aussi des exemples de territoires, comme des villes, qui ont travaillé à des scénarios de recul de l'utilisation de la voiture sur leur territoire, qui les forcent à réfléchir à un réseau de transport public vraiment différent, avec des besoins différents. L'intérêt, à mon sens, c'est le même. C'est que l'un des freins à l'adaptation d'une organisation humaine, ça peut être le manque d'imagination. La capacité de pouvoir se projeter dans un futur, forcément incomplet et plein de limites, ça peut permettre de réfléchir en avance, pour éviter qu'en plein dans la crise, au milieu de celle-ci, la seule solution considérée, ça soit juste de faire comme avant. Parce que comme avant, dans un monde qui change, c'est presque la garantie de se tromper. Mais avant de revenir là-dessus, on peut d'abord se concentrer sur les limites et les faiblesses du scénario du futur que nous avons décrit. D'abord, dans un travail comme celui-ci de prospective, se pose la question du nombre de futurs qu'on veut représenter. Parce que produire un seul scénario, ça a l'avantage d'être compréhensible, c'est aussi pour ça qu'on a préféré partir là-dessus, mais l'inconvénient, c'est que ça donne l'impression d'être un plan, une forme de prédiction plutôt qu'un futur possible parmi beaucoup d'autres. Et c'est un reproche que l'on retrouve dans les commentaires et c'est complètement valide. De l'autre côté, on peut trouver des rapports qui produisent des dizaines de scénarios. Très rapidement, ça devient incompréhensible, mais créer plus de scénarios, c'est aussi pouvoir mettre en avant les faiblesses de certains. Par exemple, un des scénarios de l'ADEME du rapport Transition 2050, c'est celui du pari technologique. En gros, c'est zéro effort sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais un gros effort sur la capture du carbone. Le problème, c'est que pour l'instant, cette technologie n'a pas fait ses preuves. C'est presque même le contraire. Chaque année qui passe montre la difficulté de ce processus, montre son coût et met en lumière des problématiques assez nouvelles en fait qui viennent remettre en question les quelques projets qui ont fonctionné jusque-là. L'intérêt de ce scénario, c'est de montrer que la poursuite, voire même l'accélération de certaines tendances, comme l'augmentation du transport en avion par exemple, en visant en même temps une trajectoire de réduction des émissions, sont basées sur l'idée d'un miracle technologique. Donc, c'est pas impossible, mais peut-être qu'il vaut mieux un plan B assez solide. Donc il y a plein d'intérêts à multiplier les scénarios, mais ça demande de passer quand même pas mal de temps pour tenter de leur donner une certaine cohérence. Déjà, c'est beaucoup de travail pour un scénario unique, et qu'il faut déjà faire pas mal de raccourcis pour y arriver. Un de ces raccourcis, c'est que nos vidéos abordent très peu les pays étrangers. C'est très franco-français comme approche. En fait, tous les scénarios de l'ADEME font la même chose, en définissant une trajectoire de transition similaire pour tous les pays au monde. Et pourtant, les trajectoires et les approches des changements environnementaux et des stratégies d'adaptation sont et risquent d'être vraiment radicalement différentes d'un pays à l'autre. Parce que depuis les années 2000, certains pays atteignent ce qui pourrait devenir leur pic d'émissions de gaz à effet de serre. Ça dépend vraiment de comment on comptabilise, mais en tout cas, dans certains pays comme la France, et a priori plus récemment comme la Chine, la tonne de CO2 par habitant est en train de diminuer. Les investissements dans les énergies renouvelables, le nucléaire, l'électrification de processus économiques et les gains d'efficacité sur les moteurs thermiques notamment, ont des effets. Mais d'autres pays suivent des trajectoires différentes. Le Brésil, et surtout l'Inde, qui ont beaucoup moins d'émissions par habitant, ne sont par contre pas du tout sur cette trajectoire, et ils comptent encore énormément sur les énergies fossiles pour dynamiser leur croissance économique. Et ils en ont besoin de cette croissance. Mais il reste à savoir si ça peut durer, parce que l'agriculture et même l'habitabilité de grandes parties de leur territoire sont directement menacées, ce qui laisse penser qu'ils vont devoir trouver une autre manière de se développer. Et finalement, il y a des pays comme la Russie ou le Canada par exemple, qui ont une économie assez dépendante à l'énergie fossile, et des territoires qui sont par contre beaucoup moins négativement impactés par le réchauffement climatique, ce qui peut leur permettre de retarder leur transition, voire même de faire ça. Reste que l'ampleur des dégâts économiques liés aux changements environnementaux peut amener ce sujet au centre de la géopolitique. De plus en plus d'États risquent de voir l'intérêt d'utiliser leur puissance économique, culturelle ou même militaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des autres. Et cette géopolitique du climat est encore vraiment à ses débuts. Mais pour expliquer notre scénario, nous avons considéré que la France fait partie des pays qui ont d'abord les moyens, mais surtout l'intérêt de faire une transition et une adaptation plus rapidement que beaucoup d'autres. Une des grandes difficultés, c'est au-delà des projections qu'on peut faire à long terme, c'est déjà d'imaginer toute la phase de transition, comment on peut arriver à cette image de 2050 qu'on peut se représenter, mais après toute la question de savoir comment y arriver, c'est vraiment une grande difficulté, et notamment comment politiquement cette transformation peut se mettre en place, c'est-à-dire quelles sont les prises de décision, comment il y a une adhésion suffisamment large pour que ces décisions-là soient évidentes quelque part ou soient mises en place malgré certaines réticences qu'il peut y avoir. Je pense que ça rejoint plus globalement la question des perdants de la transition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la transition n'est pas suffisamment rapide, c'est parce qu'il y en a qui profitent
du système actuel en tout cas, et qui sont tout à fait en phase finalement avec un système qui est fortement consommateur de ressources, fortement consommateur d'énergie fossile. Et s'il y a toutes ces difficultés à faire la transition, c'est parce que la question des perdants de la transition n'est pas forcément suffisamment bien traitée, ou en tout cas de voir comment on change un système dans lequel finalement aujourd'hui il y a un certain nombre de verrouillages via ceux qui profitent de la situation actuelle. Donc c'est notamment ça, dans les exercices de prospective, on arrive à s'extraire un petit peu de ces difficultés qu'on peut voir à très court terme pour s'imaginer d'autres possibles et puis essayer de voir en prenant du recul comment on peut y arriver. Mais c'est sûr que quand on repart à l'échelle très présente et qu'on se demande comment dans les toutes prochaines années engager cette transition, on voit à quel point c'est difficile à mettre en œuvre. Pour donner juste un exemple avec celui de la Convention citoyenne pour le climat, on a vu qu'il pouvait y avoir tout un tas de réflexions et de mesures politiques à mettre en place, décidées collectivement par les citoyens, et au final, on voit que la mise en œuvre a encore buté finalement, parce que politiquement, à ce moment-là, en fait, ça ne passait pas, les mesures étaient peut-être trop ambitieuses, ou en tout cas, n'ont pas été acceptées politiquement pour être mises en œuvre. Clairement, le futur possible que nous avons illustré comprend des mesures radicales. Une réforme dans le partage et l'utilisation des sols agricoles, un changement de nos modes de consommation, des évolutions de notre manière d'habiter et des investissements conséquents dans des infrastructures de transport. Ces idées vont trop à l'encontre de pratiques actuelles pour être envisagées sans être une forme de réponse à des crises. L'aspect politique de la transition, c'est vraiment un facteur central, et une société qui souffre peut très rapidement se réfugier dans des mesures très contre-productives. Il est par exemple tentant de mobiliser des ressources pour temporiser plutôt que pour financer des adaptations. Ces politiques peuvent protéger des comportements ou des groupes de personnes au point d'annuler leur besoin de s'adapter en siphonnant des ressources et avec le risque d'augmenter les dommages futurs. Un bon exemple de ça, c'est par exemple l'État de Floride. Les subventions un peu cachées sur les assurances habitation ont conduit à de nombreuses constructions d'habitations sur des côtes inondables. Et les politiques de subvention ou de prix bloqués sur les carburants, hors mesures d'urgence, peuvent avoir les mêmes effets. Et c'est là toute la difficulté de faire une transition. C'est de pouvoir dédier des ressources importantes à l'adaptation, tout en dédiant des ressources importantes à la protection de l'économie, d'une société, de familles et d'individus, d'une réalité qui change trop vite pour eux. Et c'est ça le numéro d'Équilibriste qui se joue aujourd'hui et qui sera très probablement toujours d'actualité en 2050. Alors sur la transition et les différents leviers qu'on peut solliciter pour réussir à réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc de répondre aux défis climatiques, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un tas de co-bénéfices qu'on peut avoir à solliciter les différents leviers, comme par exemple à réduire les distances parcourues, à faire davantage d'usage des mobilités actives telles que la marche et le vélo, à utiliser davantage les transports en commun, des mobilités partagées, l'électrique, etc. Et on peut s'y retrouver donc à la fois sur les impacts environnementaux, il y a moins d'impact climatique, mais aussi moins de pollution de l'air, donc les impacts sanitaires qui sont diminués aussi. En termes d'impact sanitaire qu'on a actuellement de notre fort usage de la voiture, c'est notamment aussi les accidents de la route, c'est aussi toute la pollution sonore qu'il peut y avoir en ville, donc aussi gênante d'un point de vue de la qualité de vie. On a aussi le fait que nos mobilités sont beaucoup trop inactives, et retrouver de l'activité physique avec de la marche, du vélo, ça c'est un gain extrêmement fort d'un point de vue santé. Donc on a des bénéfices très forts aussi à aller chercher finalement à faire cette transition de manière globale pour retrouver un autre usage de l'espace public, pour avoir une qualité de vie qui est plus agréable, pour avoir des impacts sur la santé qui sont bien meilleurs par rapport à aujourd'hui, pour réduire aussi les inégalités qu'il y a dans l'accès à la mobilité. Donc il faut aussi profiter de ces gains qui sont à la fois de long terme, mais aussi à court terme, en termes de qualité de vie, en termes de santé, pour inciter à faire cette transition et faire en sorte que ça paraisse davantage comme un horizon souhaitable dans lequel les gens ont envie d'aller. À la fois avoir cette contrainte du climat comme une menace importante, ça peut être une motivation dans certains cas, mais si jamais il n'y a pas les alternatives aussi qui sont proposées, qui sont mises en perspective, on peut avoir le risque d'avoir un certain déni, de ne pas aller suffisamment vers l'action, si l'horizon souhaitable n'est pas suffisamment proposé. Et c'est aussi ça le défi de la transition, d'avoir un imaginaire un minimum précis, une sorte d'objectif à atteindre duquel on attend des bénéfices. Les courants politiques ont commencé à s'organiser sur ces enjeux pour mettre en avant les co-bénéfices selon leur grille de lecture, que ce soit sur des questions de santé publique, de souveraineté économique, de tradition ou autre. Presque souvent, ces programmes sont faits au niveau un peu intello. C'est des grands plans sur l'énergie ou sur le transport, mais qui n'ont pas vraiment de représentation sur le quotidien. Une critique que l'on a pu voir, c'est que la représentation en 3D n'a pas apporté grand-chose. Et c'est vrai qu'on aurait aimé faire beaucoup plus sur cet aspect, mais déjà il y a une question de budget.
Par contre, le gros avantage, c'est que devoir imaginer un quartier avec une certaine cohérence, ça nous a forcés à se concentrer, à parler du quotidien humain, plutôt que de partir dans une échelle macro avec des grands chiffres et des concepts un peu compliqués. Et l'intérêt d'énoncer clairement ce qui peut être un futur possible et souhaitable, c'est aussi que ce qui est énoncé clairement peut être critiqué clairement. Autrement dit, le futur possible et souhaitable des uns peut faire très peur aux autres. Et ces critiques sont parfois assez justes. Il y a un commentaire qui est revenu très souvent, c'est la fameuse phrase « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux », prononcée pendant le Forum économique de Davos par Klaus Schwab. Cette phrase est devenue populaire notamment parce qu'elle a été reprise dans des théories plus ou moins complotistes liées au Grand Reset. Mais au-delà de ça, cette critique elle est intéressante parce qu'elle vise un point assez juste. En fait, elle vient d'une politicienne socialiste danoise, Ida Auken, qui a produit un essai sur le futur sous le titre de « Bienvenue en 2030, je ne possède rien, je n'ai pas de vie privée et ma vie n'a jamais été meilleure ». C'est donc plus une mise en garde qu'un plan à l'origine. Les scénarios de l'ADEME sur lesquels nous sommes basés sont des scénarios avec un peu moins de possession exclusive de choses. La logique, c'est qu'il y a un coût à la propriété privée d'un objet. Si presque personne ne possède de scanner IRM chez soi, c'est pas parce que c'est un objet inutile, c'est pour une question de coût. Et cette chose est mise en commun via un modèle économique particulier, et c'est la même chose pour plein d'objets. Pendant ces dernières décennies, le nombre de choses possédées a fortement augmenté. Le logement moyen, c'est 2,5 tonnes de trucs, dont beaucoup ne sont pas utilisés de manière très intense. Soit la tondeuse, qui est utilisée que quelques jours par an, la machine à laver 10 heures par semaine, ou la voiture, qui est majoritairement immobile. Et si on a des ressources illimitées, c'est pas un problème, mais justement, les contraintes environnementales ont de fortes chances de s'accompagner de pression sur les ressources. Autrement dit, de pression économique, autrement dit, de pauvreté potentielle. Si on cherche à optimiser ces ressources, alors il est utile de trouver des modèles économiques qui permettent un usage plus intensif de nos choses, et ça peut être en les partageant. Et je ne suis pas sûr par contre que ça va nous rendre beaucoup plus heureux en soi. Mais le défi, c'est que si aucun mécanisme ne permet d'intensifier l'utilisation des objets, alors le risque, c'est qu'on se retrouve dans une société très inégalitaire, avec une partie des gens qui ont les choses et leurs usages exclusifs parce qu'ils ont la propriété de l'objet, ils en ont les moyens, et puis il y a les autres qui n'ont rien. Et c'est ça l'enjeu en fait. Là où la critique est valide, c'est que l'accès aux ressources sous forme de services, ça pose des questions vraiment importantes sur le droit des utilisateurs, la défense de ces droits et les inégalités économiques. Donc c'est un vrai sujet que nous tenterons de couvrir davantage dans les années à venir. Et un autre point de discussion, c'est bien sûr de savoir si les choix que l'on a faits pour créer un scénario sont un minimum cohérents. Et on revient justement à l'idée de comprendre le présent. Alors, en général, en prospective, on distingue effectivement des tendances qu'on dit tendances lourdes ou tendances structurantes. On peut distinguer des tendances émergentes, des grandes questions et des ruptures. Donc, si on reprend dans l'ordre, les tendances lourdes, pour nous, elles sont fondamentales. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en ce moment, depuis 3 ans, on a l'impression qu'on vit dans un monde de rupture permanente. Et que justement, la prospective ne sert à rien. Parce que du jour au lendemain, une petite guerre, un petit virus, et tout est balayé. Et finalement, toutes nos convictions sont remises en cause. Nous, à Futurib, on dit attention. Et l'avantage, c'est que maintenant, on a quand même 3 ans de recul sur tout ça. Et on voit que effectivement, la pandémie de Covid a rebattu beaucoup de cartes. Mais on a vu aussi la résilience de nos sociétés. Et on a vu aussi qu'un certain nombre de tendances qui étaient déjà là avant la crise ont perduré, voire se sont accélérées. Donc c'est le premier point, c'est de dire on n'est pas uniquement dans un monde de rupture, on est aussi dans un monde de tendances très lourdes qu'on appelle parfois les transformations silencieuses. Donc c'est des tendances qui peuvent être très progressives, mais qui emportent beaucoup de choses avec elles. Ces tendances-là, il y en a plein. Il y a le vieillissement de la population qu'on a mentionné tout à l'heure, une part croissante de la population, un quart, un tiers de personnes qui soient âgées de plus de 60 ou de 65 ans. C'est très structurant surtout sur nos systèmes de protection sociale, sur la manière dont on travaille, la manière dont on consomme, dont on vit, etc., sur nos systèmes de santé. C'est très structurant. Et ça change pas du jour au lendemain. Il n'y a pas de rupture en tant que telle. Et pourtant, ça va déterminer plein de choses. De la même manière, le réchauffement climatique, c'est une transformation progressive qui est empreinte de beaucoup d'inertie. Donc on sait qu'à l'horizon 2050, malheureusement, on va pas l'inverser et qui va bouleverser complètement nos sociétés. Et de la même manière, dans le domaine des technologies, en fait, il y a aussi un certain nombre de tendances qui peuvent être citées. Donc ça, c'est les tendances lourdes. Ensuite, en prospective, on parle souvent des émergences ou des signaux faibles. Donc ça, c'est les tendances souvent qui interpellent. On en parle autour de nous. Ça va être le fait qu'il y ait de plus en plus de véganes, le retour des cyclistes, l'essor des circuits courts. Donc ça, on en parle beaucoup. Et nous, on passe beaucoup de temps à Futurib à se dire qu'est-ce que ça représente en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, on parle beaucoup des véganes aujourd'hui ? Que représente-t-il parmi la population ? Donc, et ça, on va passer beaucoup de temps à le regarder pour essayer de comprendre si justement ces signaux faibles, ils sont uniquement conjoncturels, c'est des effets de mode, c'est des tendances passagères, ou si elles pourraient se développer, perdurer
à l'avenir et donc à avoir des impacts majeurs à nouveau sur tout ce qu'on a dit précédemment. Terminer notre cartographie des futurs possibles, il y a ce qu'on appelle les ruptures. Donc c'est de se dire, une rupture, en fait, elle peut être brutale. Souvent dans nos imaginaires, on pense beaucoup aux ruptures brutales, effectivement aux nouvelles pandémies, aux guerres, ça peut être des ruptures technologiques, mais les ruptures peuvent être progressives aussi, plus diffuses. Dans tous les cas, elles sont importantes à regarder parce qu'en effet, elles vont changer la donne, elles vont faire évoluer les comportements des acteurs, elles vont générer des crises, etc. Et on voit aussi qu'on est dans des sociétés où il y a des interactions tellement fortes entre tous nos modes de fonctionnement, entre les pays, qu'on va avoir de plus en plus de risques de rupture et de crise systémique. C'est l'effet domino et c'est ce qu'on a vu là aussi avec la crise Covid où à la base on est sur une pandémie sanitaire mais qui en fait va avoir un effet pavillon et va avoir des impacts sur tout le reste. Donc va entraîner une crise économique, une crise financière, une crise sur la santé mentale, une crise sur l'éducation, etc. Donc ça c'est des choses qu'on va regarder en prospective. Il y a des tendances dont il est difficile de mesurer les effets. Certaines innovations sont soit trop nouvelles ou n'ont pas un modèle économique vraiment stable pour être considérées encore comme des tendances lourdes. Il y a toujours cette nouvelle technologie qui promet de tout changer en quelques années à la manière du téléphone portable. Mais toutes les promesses sont loin d'être tenues. La capture du carbone, par exemple, c'était la grande promesse des années 2000, et comme on l'a déjà évoqué, le résultat est plutôt mauvais. La voiture autonome qui est promise depuis 2015, comme une révolution qui va arriver l'année d'après, là, bientôt, ou le Bitcoin qui devait être la monnaie de l'Internet en quelques mois, mais tout ça, ça ne s'est pas vraiment matérialisé, en tout cas aussi rapidement. Donc si les modes technologiques impactent nos visions du futur, on n'a pas inclus, par exemple, la mode du moment avec les IA conversationnelles, parce que nous n'avons pas assez d'éléments pour dire à quel point cette technologie peut changer les processus de production. Et puis, au-delà de ça, ce qui est difficile avec ces nouvelles technologies, c'est qu'il faut aussi pouvoir avoir quelques chiffres, avoir une idée de ce que ça peut représenter, par exemple comme consommation d'énergie, par exemple. Parce qu'il faut tenter de faire balancer les choses un minimum entre elles. En fait, il y a deux sortes de prospectives. Il y a des prospectives plus qualitatives. On va explorer comme ça des scénarios par le processus que je vous ai décrit. Puis il y a une prospective plus quantitative, on fait de la modélisation. Et ça, c'est aussi extrêmement intéressant parce que la modélisation, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir des ordres de grandeur. Et poser des ordres de grandeur de quelle est la fourchette de construction neuve possible à 2050, quel est le nombre de rénovations nécessaires, quels seraient les volumes de matériaux nécessaires, etc. Ces ordres de grandeur-là, ils sont absolument indispensables quand on réfléchit à la transition et à des objectifs qui s'expriment eux-mêmes en ordre de grandeur. La neutralité carbone, c'est ne pas émettre plus qu'on est en capacité d'absorber. Donc il faut calculer combien on peut émettre et combien on peut absorber. Et donc une des facettes de la prospective, c'est de faire ces calculs pour s'assurer qu'on est bien dans les ordres de grandeur de la transition. Si on imagine multiplier par 10 l'utilisation du bois dans la construction de logements, est-ce qu'on dispose des ressources en France? Est-ce que ça requiert une action aujourd'hui pour le permettre en 2050? La réponse à cette question, elle se trouve dans les différents rapports du CSTB. Mais cette notion d'ordre de grandeur, de ce qui est possible de faire rentrer dans un scénario donné, c'est aussi ça qui donne tout l'intérêt à créer des futurs possibles. Dans les vidéos qu'on a présentées, on n'a pas été très loin et très précis sur les ordres de grandeur, parce que ça devient très vite une présentation de tableau, mais l'idée est quand même assez présente, notamment en montrant à quel point les ressources fossiles sont centrales, que ce soit dans l'alimentation avec les engrais gaziers, avec la consommation et le plastique, l'habitation et ses matériaux de construction, ou le pétrole du transport. Et au vu des chiffres présentés, la moindre diminution de l'utilisation des ressources fossiles implique des changements vraiment d'ampleur. Et c'est là-dessus que nous avons essayé de nous concentrer. Maintenant, une fois qu'on a fait toute cette liste de critiques et de limitations, il faut aussi donner une sorte de conclusion à cette série. Pour nous, l'enseignement est plutôt clair et les conclusions pouvaient se rapprocher sur chaque sujet. Nos pratiques économiques et sociales sont vraiment peu efficaces en termes d'utilisation des ressources. L'économie du jetable qui est permise par le plastique, ou la sous-utilisation chronique de logements, des véhicules ou les pratiques alimentaires qui génèrent beaucoup de gaspillage sont permises par une utilisation d'énergie fossile peu chère, mais aussi par la richesse de la France, qui permet en fait à la plupart de ses habitants d'avoir un niveau de vie très supérieur à la moyenne mondiale. Cette richesse, clairement, c'est une force. C'est elle qui peut financer les adaptations, c'est elle qui peut permettre à autant de personnes de bosser sur les sujets environnementaux et économiques, et c'est elle qui permet de tester des choses, de trouver des outils et des pratiques qui correspondent à nos besoins. Et c'est une chance parce que le dilemme de la fin du monde contre la fin du mois s'applique autant aux foyers qu'aux États. Si des pays comme l'Inde et le Brésil ont plus de difficultés à agir sur le climat, c'est parce qu'ils ont des problèmes qui sont beaucoup plus urgents, en tout cas pour l'instant. Mais la richesse des pays comme la France, c'est aussi un risque. C'est celui de pouvoir balancer de l'argent pour apaiser les symptômes, de se voiler la face un peu trop longtemps. Et c'est pour ça, selon nous, qu'il est important d'essayer de créer des scénarios ou des futurs possibles, y compris au niveau local, qu'on puisse réfléchir ensemble et que les questions, les critiques, les ordres de grandeur puissent aider à guider nos imaginaires. Parce qu'avant de proclamer l'avènement du monde d'après, il faudrait peut-être pouvoir l'imaginer.
On espère vraiment que cette série vous aura plu, qu'elle vous aura permis avec nous de penser à l'avenir un peu différemment. Et cette série, c'était aussi l'occasion de se poser la question de l'utilité de notre production, de quel doit être notre rôle pour contribuer à un futur souhaitable. Mais en creux, ce que montre cette série, c'est qu'il y a un besoin immense d'informations, dans un monde qui en est pourtant déjà saturé. Mais ce qu'il est nécessaire, c'est aussi que de nouveaux médias naissent, et qu'ils portent d'autres manières de traiter des sujets économiques, écologiques ou sociétaux. Donc nous tenons à nous engager plus fortement dans cette défense du droit à l'information, notamment en créant un collectif de journalistes web avec Eureka, Le Réveilleur, Spleen LND, Léa Bello et Vincent Internet. Pour l'instant, ce média regroupe l'intégralité de nos productions et édite une newsletter, et nous espérons pouvoir faire évoluer ce média avec vous. Alors, merci à toutes celles et ceux qui soutiennent notre travail depuis si longtemps. Cette série nous aura coûté énormément de temps et d'argent, mais je pense qu'elle influencera pour le meilleur nos productions futures. C'était Stupid Economics. Sur ce,